L'erreur que vous êtes en train de commettre en ce moment même va effacer une décennie de votre épargne en moins de 6 mois. Et le plus tragique est que vous ne comprenez même pas que vous la commettez. Pendant que vous lisez ces lignes, des millions d'investisseurs particuliers français sont en train de tomber dans le même piège qui s'est refermé sur des générations avant eux à chaque sommet de marché majeur. Un piège si parfaitement conçu que ces victimes ne réalisent leur erreur que lorsqu'il est déjà beaucoup trop tard pour agir. Dans les 30 prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quelle est cette erreur fatale, pourquoi elle est différente de tout ce que vous avez pu lire dans les médias financiers, et surtout, comment les institutionnels qui contrôlent réellement les marchés sont en train d'orchestrer le plus grand transfert de richesse de l'histoire moderne des investisseurs naïfs vers les professionnels. Mais avant de plonger dans les mécanismes précis de cette manipulation, laissez-moi vous dire quelque chose qui changera à jamais votre perception des marchés financiers. Tout ce que vous croyez savoir sur l'investissement en bourse a été soigneusement construit pour vous maintenir du mauvais côté du trade au moment le plus critique. Les indices boursiers européens affichent des valorisations qui défient toute logique économique fondamentale. Et pourtant, les investisseurs particuliers continuent d'injecter des milliards dans des fonds indiciels et des ETF comme si les arbres pouvaient pousser jusqu'au ciel. Le CAC 40 se maintient au-dessus de 7500 points, alors que la croissance économique française stagne, que l'inflation reste obstinément élevée et que les marges bénéficiaires des entreprises sont comprimées de toutes parts. Cette déconnexion monumentale entre les valorisations boursières et la réalité économique n'est pas un signe de résilience du marché. C'est le symptôme terminal d'une bulle qui a été gonflée artificiellement pendant 15 ans de politique monétaire ultra accommodante et qui est maintenant sur le point d'exploser de manière spectaculaire. Chaque point de hausse supplémentaire n'est qu'un piège de plus pour attirer les derniers investisseurs avant que les vendeurs institutionnels ne déversent leur position massive sur un marché qui n'aura plus d'acheteurs pour absorber l'offre. Les données réelles que vous devez comprendre sont celles que les médias financiers mainstream enterrent sous des montagnes de narratifs rassurants. Le ratio prix sur bénéfice ajusté cycliquement, ce que les professionnels appellent le CAPE ratio, pour les marchés européens a atteint des niveaux qui n'ont été vus que 2 fois dans l'histoire moderne, juste avant le krach de 2000 et juste avant la crise financière de 2008. Savez-vous ce qui s'est passé après ces 2 sommets? Les marchés ont perdu entre 50 et 60% de leur valeur en moins de 2 ans, effaçant des trillions d'euros de richesse et détruisant les plans de retraite de millions de familles. Mais cette fois, la situation est encore plus dangereuse parce que les banques centrales ont épuisé leurs munitions. Les taux d'intérêt sont déjà repartis à la hausse après plus d'une décennie de zéro ou de négatif, ce qui signifie que la BCE ne pourra pas sauver les marchés en imprimant massivement de l'argent comme elle l'a fait lors des crises précédentes. Quand l'effondrement commencera, il n'y aura pas de filet de sécurité. L'erreur fatale que commettent les investisseurs particuliers en ce moment n'est pas celle que vous pensez. Ce n'est pas d'être investi en bourse en soi. Ce n'est pas d'avoir choisi les mauvaises actions ou les mauvais secteurs. L'erreur fatale est de croire que vous investissez alors qu'en réalité, vous spéculez aveuglément dans un marché manipulé où vous êtes systématiquement l'argent stupide face à des algorithmes et des institutionnels qui voient vos ordres avant même qu'ils ne soient exécutés. Chaque fois que vous achetez un ETF CAC 40 ou un fonds indiciel MSCI Europe, vous entrez dans une position où les professionnels de l'autre côté du trade ont déjà calculé exactement comment extraire de la valeur de votre ordre. Vous pensez investir pour le long terme, mais vous êtes en réalité le carburant qui alimente la machine de profit des hedge funds et des market makers qui contrôlent la microstructure du marché. Mais ce n'est rien à côté de ce que je vais vous révéler sur la manière dont les flux entrants des particuliers sont utilisés comme signal de vente par les institutionnels. Les données de flux montrent que depuis le début de 2024, les investisseurs particuliers européens ont injecté plus de 120 milliards d'euros dans des fonds actions, principalement via des plans d'épargne en actions et des assurances-vie en unités de compte. Au même moment exact, les investisseurs institutionnels et les insiders d'entreprises ont vendu pour plus de 200 milliards d'euros de positions. Comprenez-vous ce que cela signifie? Pendant que vous achetez religieusement chaque mois via vos plans d'épargne automatique, ceux qui ont l'information réelle
et la compréhension profonde des valorisations sortent massivement de leur position. Vous êtes littéralement en train de racheter leurs actions à des prix records pendant qu'ils se préparent à l'effondrement qu'ils savent inévitable. Les ratios de valorisation des entreprises du CAC 40 révèlent une réalité que personne ne veut voir. LVMH se négocie à plus de 25 fois ses bénéfices dans un environnement où la demande de luxe chinoise s'effondre. L'Oréal affiche des multiples historiquement élevés, alors que la croissance des ventes stagne. Total Energies est valorisé comme si le pétrole allait rester à 100 $ le baril éternellement, alors que la transition énergétique menace son modèle d'affaires existant. Chacune de ces entreprises peut être excellente sur le long terme, mais leurs prix actuels n'ont aucun sens. Les investisseurs perdent des primes absurdes pour des bénéfices futurs qui ne se matérialiseront probablement jamais aux niveaux anticipés par le marché. Et quand la réalité rattrapera ces valorisations fantaisistes, l'ajustement sera brutal et soudain. Le marché obligataire, que personne ne regarde jamais parce qu'il est technique et ennuyeux, vous crie depuis des mois que quelque chose de terrible approche. Les spreads de crédit sur les obligations d'entreprises européennes de catégorie Investment Grade ont commencé à s'élargir progressivement, signalant que les investisseurs obligataires sophistiqués exigent des primes de risque plus élevées. La courbe des taux en Europe montre des inversions qui sont historiquement les meilleurs prédicteurs de récession. Le marché des obligations d'État italiennes et espagnoles révèle des tensions croissantes sur la soutenabilité de la dette publique. Tous ces signaux du marché obligataire que les professionnels surveillent religieusement indiquent qu'une crise systémique approche. Mais les investisseurs particuliers, hypnotisés par la montée continue des indices actions, ignorent complètement ces avertissements des marchés fixes. La structure même du marché moderne garantit que les investisseurs particuliers perdront lors du prochain crack. Le trading haute fréquence représente maintenant plus de 50% du volume sur les bourses européennes. Ces algorithmes peuvent détecter vos ordres, les devancer, et extraire des fractions de centimes sur chaque transaction. Multiplié par des milliards de transactions, cela représente des milliards d'euros transférés silencieusement de vos poches vers celles des opérateurs de ces algorithmes. Mais le vrai danger vient de ce qui se passera quand la volatilité explosera. Ces mêmes algorithmes sont programmés pour se retirer du marché instantanément quand certains seuils de volatilité sont atteints. Cela signifie que précisément au moment où vous voudrez vendre pendant une panique, la liquidité s'évaporera et les prix s'effondreront en chute libre parce qu'il n'y aura plus de contrepartie pour absorber les ordres de vente. Les ETF et fonds indiciels, dans lesquels des millions de Français ont placé leur épargne, sont des bombes à retardement dont très peu comprennent le mécanisme de détonation. Ces véhicules promettent de répliquer la performance d'un indice, mais ils le font en détenant les actions sous-jacentes. Quand une vague de rachats massive frappe ces fonds lors d'une panique, les gestionnaires sont forcés de vendre les actions pour honorer les demandes de sortie. Cette vente crée une pression baissière sur les prix, ce qui déclenche plus de rachats, ce qui force plus de ventes, créant une spirale descendante auto-réalisatrice. Nous avons vu ce mécanisme en action pendant le flash crash de mars 2020, quand les marchés ont perdu 30% en quelques semaines. La prochaine fois sera pire, parce que les ETF représentent maintenant une part beaucoup plus grande du marché, et parce que les valorisations de départ sont beaucoup plus élevées. Et maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose dont personne ne discute ouvertement, mais que tous les professionnels savent. Le marché des produits dérivés est 10 fois plus grand que le marché actions sous-jacent. Des trillions d'euros de positions en options, futures et swaps sont empilés sur un marché actions qui représente peut-être quelques trillions de capitalisation. Cette pyramide inversée de levier signifie que de petits mouvements dans le marché sous-jacent peuvent créer des explosions massives dans les produits dérivés, forçant des liquidations en cascade qui amplifient les mouvements de prix de manière exponentielle. Les market makers qui vendent des options sont obligés de couvrir dynamiquement leurs positions en achetant ou vendant les actions sous-jacentes, créant des boucles de feedback qui peuvent envoyer les prix dans des mouvements verticaux à la hausse ou à la baisse. Quand la prochaine crise frappera, ces mécanismes techniques transformeront une correction normale en un effondrement catastrophique. La psychologie des investisseurs particuliers en ce moment est exactement celle qu'on observe à chaque sommet de marché historique. Après 15 ans de marché haussier presque ininterrompu ponctué seulement de corrections brèves, toute une génération d'investisseurs
a été conditionné à croire que acheter lors des baisses fonctionne toujours. Cette mentalité du buy the dip a été renforcée par le fait que chaque correction depuis 2009 a été suivie par de nouveaux sommets. Mais ce conditionnement pavlovien est précisément ce qui rendra le prochain crack si dévastateur. Les investisseurs achèteront lors de la première baisse de 10%, convaincus que c'est une opportunité. Quand le marché continuera de baisser, ils achèteront encore, épuisant leur cash et même empruntant pour moyenner à la baisse. Et quand le marché aura perdu 40 ou 50%, ils seront piégés dans des positions massives sous l'eau, sans liquidité pour faire quoi que ce soit, sauf regarder leur patrimoine s'évaporer. Les entreprises du CAC 40 ont collectivement des niveaux d'endettement qui sont historiquement élevés, après une décennie de taux d'intérêt proche de zéro qui leur a permis d'emprunter massivement pour financer des rachats d'actions et des acquisitions. Cette dette qui semblait manageable à 1% d'intérêt devient un fardeau écrasant à 4 ou 5%. Les charges d'intérêt dévorent une part croissante des bénéfices, réduisant les cash flows disponibles pour les dividendes et les investissements. Plusieurs entreprises du CAC 40 vont être forcées de réduire ou suspendre leurs dividendes dans les trimestres à venir, ce qui déclenchera des vagues de ventes par les fonds qui dépendent de ces revenus. Mais personne ne parle de ce risque parce que les analystes sell-side qui couvrent ces entreprises ont des incitations à maintenir des recommandations positives pour ne pas contrarier les banques d'investissement qui génèrent des fees en vendant les actions de ces mêmes entreprises. Le secteur bancaire européen, qui représente une part massive des indices boursiers continentaux, est assis sur un volcan de risques que les stress tests officiels ne capturent pas. Les banques françaises détiennent des centaines de milliards d'euros d'obligations d'État qui ont perdu 20 à 30% de leur valeur de marché avec la remontée des taux. Elles portent également une exposition massive à l'immobilier commercial qui s'effondre silencieusement alors que le travail à distance vide les bureaux dans les grandes villes. Les prêts aux entreprises zombies, ces sociétés qui ne génèrent pas assez de cash flow pour couvrir leurs charges d'intérêt et qui survivent uniquement en refinançant leurs dettes, représentent une bombe à retardement qui explosera dès que les conditions de crédit se durciront davantage. Quand les banques européennes commenceront à annoncer des pertes massives et des besoins de recapitalisation, la contagion se répandra à travers tout le système financier en quelques jours. Mais attendez, parce que je vais maintenant vous révéler la dimension la plus troublante de cette situation. Les régulateurs financiers européens et les banques centrales savent exactement ce qui approche, et ils ont déjà préparé les cadres légaux pour protéger le système au détriment des investisseurs particuliers. Les règles de bail-in qui ont été établies après la crise de 2008 permettent aux autorités de convertir les dépôts bancaires et les obligations en capital en cas de crise bancaire. Les mécanismes de suspension des rachats de fonds permettent aux gestionnaires de bloquer votre argent si trop de gens essaient de sortir en même temps. Les pouvoirs d'urgence de la BCE incluent la capacité d'imposer des restrictions de capital qui pourraient limiter votre capacité à déplacer de l'argent hors de certaines institutions ou juridictions. Tous ces outils sont en place et seront déployés lors de la prochaine crise, ce qui signifie que même si vous réalisez à temps ce qui se passe, vous pourriez vous retrouver piégé sans possibilité de sortir. L'effet de richesse négative qui va résulter de l'effondrement boursier va déclencher une spirale récessive qui aggravera encore la crise. Des millions de ménages français ont vu leur patrimoine net exploser grâce à la hausse des marchés actions et immobiliers. Cette richesse papier a alimenté une consommation qui dépasse largement les revenus réels. Quand les portefeuilles d'investissement perdront 40 ou 50% de leur valeur, les ménages vont drastiquement réduire leurs dépenses, provoquant une contraction de la demande qui forcera les entreprises à licencier, créant un cercle vicieux de baisse des revenus, baisse de la consommation, baisse des bénéfices d'entreprise et nouvelle baisse des marchés. C'est exactement le scénario qui s'est déroulé après 2007, mais cette fois les gouvernements ont beaucoup moins de marge de manœuvre fiscale pour amortir le choc. Les investisseurs qui pensent être protégés parce qu'ils détiennent un portefeuille diversifié vont découvrir une réalité brutale. Lors des crises systémiques, toutes les corrélations convergent vers un. Vos actions françaises, vos actions européennes, vos actions américaines, vos obligations d'entreprise, même vos supposés actifs alternatifs, tout s'effondrera en même temps parce que tout est interconnecté par le même système de crédit et de levier. La seule vraie diversification dans un environnement de crise
est entre les actifs financiers traditionnels et les actifs qui conservent une valeur indépendamment du système financier. Mais la plupart des investisseurs n'ont aucune exposition à ces actifs réels parce que leurs conseillers financiers ne sont pas formés ou incentivés à les recommander. La situation géopolitique ajoute une couche supplémentaire de risques que les valorisations actuelles n'intègrent absolument pas. Les tensions entre l'Union européenne et la Chine sur les droits de douane et les transferts de technologie menacent les chaînes d'approvisionnement mondiales dont dépendent les entreprises européennes. L'instabilité au Moyen-Orient pourrait à tout moment déclencher un choc pétrolier qui détruirait les marges des entreprises déjà comprimées. Les tensions commerciales entre l'Europe et les États-Unis pourraient s'intensifier avec des implications massives pour les entreprises exportatrices. Aucun de ces risques géopolitiques majeurs n'est reflété dans les prix actuels du marché, parce que les investisseurs ont été conditionnés à ignorer la géopolitique en partant du principe que les chocs sont toujours temporaires. Mais l'histoire nous enseigne que les crises géopolitiques majeures déclenchent souvent des effondrements financiers qui durent des années. Et maintenant, permettez-moi de vous expliquer pourquoi le timing de l'effondrement que j'anticipe pour 2026 est basé sur des cycles économiques et financiers précis qui sont observables depuis des décennies. Les cycles de crédit durent typiquement 7 à 10 ans du creux à la crise suivante. Nous sommes maintenant dans la 9e année d'expansion depuis le creux de 2016. Les cycles politiques jouent également un rôle, avec des crises tendant à émerger pendant les périodes de transition politique majeure. L'Europe fera face à plusieurs élections critiques en 2025 et 2026 qui pourraient catalyser une crise de confiance. Les cycles techniques de momentum montrent que les marchés haussiers qui durent plus de 10 ans se terminent toujours par des corrections de 50% ou plus. Et peut-être le plus important, les cycles démographiques montrent que le baby-boom européen commence maintenant sa phase de désépargne massive, alors que des millions de retraités commencent à liquider leur portefeuille pour financer leur retraite, créant une pression vendeuse structurelle qui va durer des décennies. Les entreprises technologiques européennes qui ont été les darlings du marché vont être particulièrement massacrées lors du prochain crack. Ces sociétés se négocient à des multiples de revenus absurdes, basés sur des projections de croissance qui supposent qu'elles pourront maintenir des taux d'expansion à 2 chiffres indéfiniment. La réalité est que la loi des grands nombres rattrape inévitablement toutes les entreprises. Quand une société atteint une certaine taille, maintenir une croissance rapide devient mathématiquement impossible. Les entreprises tech du CAC 40 comme Dassault Systèmes ou Capgemini sont excellentes, mais leur valorisation actuelle ne laisse aucune marge d'erreur. Le moindre manque de résultats par rapport aux attentes stratosphériques déjà intégrées dans les prix déclenchera des chutes de 30 à 40% en quelques sessions. Le marché immobilier français, qui a été un pilier de richesse pour des millions de familles, va entrer en déflation ouverte en 2026, créant un effet de richesse négatif qui renforcera l'effondrement boursier. Les prix immobiliers ne peuvent pas continuer à monter quand les taux hypothécaires sont à 4% et que les salaires réels stagnent. La correction immobilière qui commence déjà dans certaines régions va s'accélérer et se propager nationalement, forçant des ventes forcées qui feront baisser les prix de 20 à 30%. Les ménages qui se retrouveront en negative equity, devant plus sur leur hypothèque que la valeur de leurs biens, vont réduire drastiquement toutes leurs autres dépenses, y compris leurs investissements boursiers, amplifiant la spirale descendante. La concentration extrême des marchés actions dans une poignée de grandes capitalisations crée un risque systémique massif que peu comprennent. Les 10 plus grandes entreprises du CAC 40 représentent maintenant plus de 65% de la capitalisation totale de l'indice. Cela signifie que si ces quelques entreprises s'effondrent, l'indice entier s'effondre, entraînant avec lui tous les fonds indiciels et ETF. Cette concentration record est le résultat de 15 ans de flux passifs dans les fonds indiciels qui ont mécaniquement acheté les plus grandes capitalisations sans égard pour les valorisations. Quand ces flux s'inverseront lors de la prochaine crise, les plus grandes capitalisations subiront les baisses les plus violentes parce qu'elles ont bénéficié des hausses les plus extrêmes alimentées par des flux passifs plutôt que par des fondamentaux. Les fonds de pension français et européens sont dans une situation catastrophique qui va forcer des ventes massives d'actions précisément au pire moment. Ces fonds ont des obligations de payer des prestations définies à des millions de retraités.
mais leurs actifs ont été dévastés par 15 ans de taux d'intérêt bas qui ont écrasé les rendements obligataires. Pour compenser, ces fonds ont augmenté massivement leur allocation actions, ce qui a créé des retours impressionnants pendant le marché haussier, mais qui va créer des pertes catastrophiques lors du krach. Quand leurs ratios de financement tomberont en dessous des seuils réglementaires lors de la correction, ces fonds seront forcés de vendre des actions pour se désendetter et stabiliser leur bilan, créant une pression vendeuse de plusieurs centaines de milliards d'euros, qui arrivera exactement au moment où le marché aura besoin d'acheteurs. Et maintenant, la partie que vous attendez depuis le début, celle qui va déterminer si vous survivrez financièrement à l'hécatombe qui approche. La première chose à comprendre est que votre intuition sur les marchés a été programmée par 15 ans de marché haussier et ne fonctionnera pas dans l'environnement qui arrive. Toutes les stratégies qui ont marché depuis 2009 vont échouer spectaculairement. Acheter les baisses ne marchera pas parce que les baisses ne s'arrêteront pas. Diversifier entre différentes classes d'actions ne marchera pas parce que tout baissera ensemble. Rester investi pour le long terme ne marchera pas parce que le long terme pourrait signifier attendre 15 ans pour revenir à break-even. La stratégie de survie commence par une évaluation brutalement honnête de votre situation actuelle. Quelle fraction de votre patrimoine net est investie en actions? Si c'est plus de 40%, vous êtes dangereusement surexposé. Quelle est votre allocation entre grande capitalisation et small caps? Les small caps seront annihilés lors du krach avec des baisses de 70 à 80%. Combien de votre portefeuille est dans des fonds à gestion passive versus active? Les fonds passifs amplifieront les baisses, tandis que certains fonds actifs de qualité pourront au moins tenter de limiter les dégâts. Avez-vous des positions avec levier? Si oui, elles vous détruiront complètement lors des mouvements violents qui arrivent. La deuxième dimension de protection est de comprendre que le cash redevient une position offensive dans un environnement déflationnaire d'actifs. Oui, votre cash perd du pouvoir d'achat face à l'inflation des biens de consommation, mais il gagne massivement en pouvoir d'achat face aux actifs financiers qui s'effondrent. Un euro de cash aujourd'hui vous permettra d'acheter 2 ou 3 fois plus d'actions après le krach. Les investisseurs qui auront le courage de sortir maintenant avec leurs gains, même en laissant quelques pourcents sur la table, auront la liquidité pour acheter des actifs de qualité à des prix ridicules après l'effondrement. C'est ainsi que les grandes fortunes se construisent, en vendant dans l'euphorie et en achetant dans le désespoir. La troisième stratégie concerne le type d'actifs que vous détenez. Si vous devez maintenir une exposition action, privilégiez les entreprises avec des bilans solides, peu de dettes, des flux de trésorerie positifs et prévisibles et des dividendes soutenables. Évitez absolument les entreprises de croissance valorisées sur des bénéfices futurs hypothétiques, les entreprises avec des niveaux d'endettement élevés et les secteurs cycliques qui seront massacrés lors de la récession. Les secteurs défensifs comme la santé, les utilities et les biens de consommation de base baisseront aussi, mais probablement moins que le marché dans son ensemble. La quatrième dimension de protection implique de comprendre les instruments de couverture sans tomber dans le piège des produits dérivés complexes qui peuvent vous détruire. Acheter des options de vente sur les indices peut sembler séduisant, mais le timing doit être parfait et les options coûtent cher. Les ETF inverses peuvent fonctionner pour des trades tactiques, mais comportent des risques de tracking error. La vraie couverture pour la plupart des investisseurs est simplement de réduire drastiquement leur exposition action et d'augmenter leur cash et leur position en or physique. L'or physique, pas les ETF or ni les certificats papier, mais l'or que vous pouvez tenir dans votre main et stocker de manière sécurisée est la seule assurance véritable contre un effondrement systémique. Quand les marchés actions perdront 50%, quand les obligations d'entreprises et souveraines seront en défaut, quand les banques imposeront des restrictions sur les retraits, votre or conservera sa valeur et vous donnera de l'optionnalité. 5 à 15% de votre patrimoine en or physique n'est pas une allocation excessive. C'est la prudence élémentaire dans un environnement où tous les actifs papier sont simultanément surévalués. La cinquième stratégie est géographique et juridictionnelle. Ne mettez pas tous vos œufs dans le panier européen. Diversifiez entre plusieurs juridictions, plusieurs banques, plusieurs types de comptes. Si l'effondrement déclenche des restrictions de capital en Europe, avoir des actifs ailleurs vous donnera des options. Les investisseurs qui avaient diversifié géographiquement avant les crises chypriotes et grecques ont pu protéger leur patrimoine, pendant que ceux qui avaient tout dans une seule juridiction ont été confisqués.
Mais la stratégie la plus importante de toutes est psychologique. Vous devez vous préparer mentalement à aller à l'encontre du consensus et à accepter d'être considéré comme un pessimiste ou un catastrophiste. Les foules ont toujours tort au point de retournement. Quand vos amis, votre famille, vos collègues, tous vous disent que vous êtes fou de vendre maintenant, que les marchés vont continuer à monter et que vous ratez des gains, c'est exactement le signal que vous devez agir. Le courage en investissement n'est pas de holder pendant les baisses, c'est d'avoir la discipline de vendre dans l'euphorie même quand tout votre environnement social vous pousse à rester investi. Le moment d'agir n'est pas quand CNBC annoncera le krach, quand les journaux titreront sur l'effondrement, quand vos amis paniqueront. À ce moment-là, il sera déjà trop tard. Les prix auront déjà chuté de 30 ou 40%, les spreads se seront élargis dramatiquement, et vous vendrez au pire moment possible. Le moment d'agir est maintenant, pendant que le marché est encore liquide, pendant que vous pouvez encore sortir à des prix proches de vos valorisations cibles, pendant que vous avez encore le choix. Dans 6 mois, dans 1 an, vous n'aurez plus le choix. Vous serez piégé comme des millions d'autres dans des positions sous l'eau sans possibilité de sortie décente. L'erreur fatale dont je parlais au début n'est donc pas une erreur technique d'allocation ou de sélection de titres. L'erreur fatale est de croire que vous contrôlez votre destin financier alors que vous êtes un pion dans un jeu orchestré par des forces qui vous dépassent. L'erreur fatale est de confondre un marché haussier alimenté par l'impression monétaire avec du talent d'investissement. L'erreur fatale est de penser que cette fois c'est différent alors que l'histoire nous enseigne que ça ne l'est jamais. L'erreur fatale est d'attendre la confirmation que vous avez raison de vous inquiéter alors que cette confirmation n'arrivera que quand il sera trop tard pour agir. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Vous savez ce qui approche, vous savez pourquoi, et vous savez comment vous protéger. Ce que vous faites de cette connaissance déterminera votre situation financière pour la prochaine décennie. Vous pouvez choisir de croire que je suis alarmiste, que les autorités contrôlent la situation, que votre portefeuille est différent, ou vous pouvez choisir d'agir maintenant pendant que vous en avez encore la possibilité. L'histoire jugera qui avait raison. Mais à ce moment-là, seuls ceux qui auront agi seront encore en position de profiter des opportunités extraordinaires que crée toujours un effondrement majeur. Le choix vous appartient, mais le temps pour choisir s'épuise rapidement.